Bien, il est 11 heures à la cathédrale de Lausanne, donc bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire sur les successions. Merci de nous rejoindre. Donc, je me présente, je m'appelle Marie-France Barbet, je suis responsable de la planification financière à Retraite Populaire. Et aujourd'hui, pour m'accompagner sur ce webinaire, Pauline Aubert, qui est responsable du service juridique à Retraite Populaire. Bonjour Marie-France, bonjour à toutes et tous. Salut Pauline, bienvenue. Alors, première des choses, donc on va dérouler maintenant notre présentation. Vous avez la possibilité de poser des questions sur le chat ou dans le chat. Sur le chat, dans le chat, ça n'a pas grande importance. Quoi qu'il en soit, nous y reviendrons à la fin. On tâchera de répondre à toutes vos questions à la fin. Donc, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors, quelques mots déjà sur Retraite Populaire. Donc, qui sommes-nous? Donc, Retraite Populaire, on est une institution de droit public depuis maintenant 116 ans, donc créée en 1907. L'objectif, la mission principale de Retraite Populaire, c'est vraiment de faciliter l'accès à la prévoyance à tous les Vaudoises et Vaudois. Donc, on est une institution de droit public et ce qu'il faut savoir surtout, c'est que nos conseillers ne sont pas rémunérés à la commission. Donc, notre objectif, c'est vraiment de répondre à vos besoins le plus sereinement possible, si je peux utiliser ce terme. C'est vraiment d'être à votre écoute au maximum. Nos valeurs, l'efficience, la fiabilité, la proximité, la responsabilité, c'est des valeurs auxquelles on attache une certaine importance. Je ne vais pas rentrer dans le détail des valeurs, mais voilà, ça fait vraiment partie de notre ADN. Alors, allons-y. Déjà, on va commencer peut-être par les étapes de la retraite. L'objectif aujourd'hui, bien sûr, c'est les successions, mais cette succession, elle va s'implanter finalement dans une étape de la retraite. À quelle étape on la met finalement, cette préparation à la succession? C'est au moment où on va commencer effectivement à préparer sa retraite. On estime que dès l'âge de 50 ans, c'est bien de commencer à y réfléchir et d'associer finalement cette étape de préparation de la succession à ce moment-là. Il y a bien sûr tous les éléments de la prévoyance, mais pas que. On ne va pas rentrer dans le détail des autres étapes de cette préparation à la retraite. On va vraiment rester sur cet objectif de la succession. Alors, quels vont être les sujets qu'on va traiter aujourd'hui? On va voir déjà effectivement les régimes matrimoniaux, la particularité de tous ces régimes et les aménagements qui sont possibles. Qu'est-ce qu'un testament? Comment ça se passe? Est-ce que j'ai pris mes dispositions? Comment faire pour comment prendre toutes ces dispositions? Quels sont les aménagements que je peux prévoir aussi? On va traiter aussi le sujet du pacte successoral. On va voir la différence entre le testament et le pacte successoral. Des donations, est-ce que je peux donner de mon vivant? Quels sont les impacts? Ce à quoi il faut également penser. Vous êtes peut-être propriétaire de votre bien immobilier, vous vous posez la question de savoir comment le transmettre au mieux. Là, on va voir aussi deux manières finalement de transmettre notre bien immobilier. Et on fera un petit point sur les assurances vie dans la succession, avec la particularité de ces produits où on verra finalement comment ces produits-là peuvent rentrer aussi dans l'aménagement de la succession. Alors Pauline, je te passe la parole et je te propose que tu évoques les régimes matrimoniaux. Alors, merci beaucoup Marie-France. Donc, pourquoi est-ce que finalement on commence par vous parler des régimes matrimoniaux quand on vous parle des successions? Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand une personne est mariée, avant de commencer à gérer sa succession une fois qu'elle est décédée, la première chose qu'il faut faire, c'est liquider le régime matrimonial. C'est uniquement en passant par cette étape qu'on pourra déterminer quel est le montant de la masse successorale qui devra être répartie entre les héritiers. D'où cette petite incursion sur les régimes matrimoniaux. Alors, ce que vous devez savoir, c'est qu'en droit suisse, il existe 3 régimes matrimoniaux. Tu peux nous les détailler? Mais avec plaisir. Alors, le premier régime matrimonial, c'est celui de la participation aux acquêts. C'est le régime matrimonial standard. Si les époux ne prévoient rien de particulier, ils sont juste mariés, ils n'ont rien prévu d'autre, ils sont soumis au régime de la participation aux acquêts. Dans ce régime-là, ça veut dire que chaque époux a 2 types de biens. Les biens propres
et les acquets. Alors, les biens propres, qu'est-ce que c'est? Les biens propres, c'est les effets personnels du conjoint. C'est mes habits, c'est mes bijoux, ça, ce sera mes biens propres. Mes biens propres, c'est aussi les biens que j'avais accumulés avant le mariage. Ça, je l'ai fait sans l'aide de mon conjoint, donc ces biens-là, c'est mes biens propres, ils restent à moi. Autre chose à savoir sur les biens propres, une autre forme de biens propres, c'est aussi toutes les donations, l'héritage, tout ce que je reçois durant le mariage à titre gratuit, ça, c'est des biens propres, donc c'est mes biens à moi qui restent à moi. Et puis le droit, il dit généralement, tout ce qui n'est pas des biens propres, ce sera des acquets. Et les acquets, ils se répartissent entre les conjoints. 50% de mes acquets vont à mon conjoint, 50% de ses acquets reviennent à moi. Ça, c'est le régime standard de la participation aux acquets. Maintenant, il existe deux autres régimes matrimoniaux plus spécifiques qui sont finalement les deux autres extrêmes de la participation aux acquets qu'est le régime standard. Premier, c'est la communauté de biens et l'autre, c'est la séparation de biens. Pour être soumis à l'un ou l'autre de ces deux régimes, c'est primordial de passer un contrat de mariage. Donc, qui dit contrat dit notaire. Il faut être passé chez le notaire pour conclure un contrat de mariage qui prévoit soit la communauté de biens, soit la séparation de biens. Alors, on le comprend avec les termes, séparation de biens, ça veut dire que on s'aime, mais on s'aime un peu près moyen, c'est-à-dire que tout est séparé. Ses biens sont ses biens, les miens sont les miens. Et puis alors, communauté de biens, c'est autre chose, c'est le régime où on s'aime beaucoup, on met tout en commun, puis finalement, tout est partagé entre les deux époux. Voilà pour ces régimes matrimoniaux. Une petite chose que je vous précise encore, c'est que par rapport à celui qui est standard, la participation aux acquets, le Code civil, il offre une petite variante par rapport à ce régime. C'est l'article 216 du Code civil qui dit que les conjoints ont la possibilité de modifier cette répartition des acquets. Je vous l'ai dit, un acquet, c'est 50% à l'un, 50% à l'autre. Là, avec l'article 216 du Code civil, il y a une possibilité de modifier cette répartition et puis d'attribuer tous les acquets à son conjoint. C'est possible de le faire uniquement s'il y a des enfants communs. Pourquoi? Parce qu'évidemment, si vous avez attribué tous les acquets à l'autre conjoint, vous allez diminuer la masse successorale qui sera répartie entre votre conjoint et vos enfants. Donc, si vous avez des enfants communs, vous pouvez prévoir, par l'intermédiaire de cet article, de donner tous les acquets à votre conjoint. Par contre, si les enfants ne sont pas des enfants communs, là, vous ne pouvez pas utiliser cette possibilité. Il y aura d'autres possibilités que tu pourras nous évoquer après, je pense. Exactement. Okay. Exactement. Merci Pauline. Alors je te propose effectivement maintenant, on va parler alors du testament. Qu'est-ce que le testament et qu'est-ce que je peux mettre dans ce testament? Comment ça se passe finalement? Tu peux nous en dire plus? Alors le testament, là on entre dans le vif du sujet, on entre dans les successions. Le testament, c'est le document que tout le monde connaît ou tout le monde a déjà entendu parler. C'est le document qui permet à une personne de décider ce qu'il adviendra de ses biens le jour où elle sera décédée. Alors le testament, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un acte, on dit, unilatéral. Ça veut dire que la personne, elle rédige, elle prend son papier à lettres, 6 juin, voici mes dernières volontés, je veux que tel et tel soit mon héritier, ou je veux que tel bien revienne à telle et telle personne. Alors, en droit suisse, il y a une certaine liberté pour rédiger son testament. On peut y mettre beaucoup de choses dans son testament. Par contre, il y a quand même quelques principes où il faut tenir compte, et puis la loi dit, attention, là, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Notamment dans un testament, sauf cas très, très, très exceptionnel, on est obligé de tenir compte du fait qu'il existe en droit suisse des héritiers dits réservataires. C'est des héritiers, c'est des personnes, c'est des parents qui ont droit, quoi qu'il arrive, à une partie de l'héritage. Vous le voyez sur la slide, c'est les descendants et le conjoint survivant, qui sont des héritiers réservataires. Et Marie-France nous montrera comment est-ce qu'on peut répartir la succession
si on a des descendants et ou un conjoint survivant. Maintenant, dans un testament, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc, on peut désigner des héritiers, on peut répartir des objets, puis on peut aussi instituer ce qu'on appelle un exécuteur testamentaire. Ça veut dire qu'on désigne une personne qui se chargera, en fait, qui sera le garant que la succession, elle se liquidera conformément à la volonté de la personne telle qu'elle l'a exprimée dans son testament. Alors maintenant, par rapport aux formes du testament, il faut savoir qu'il existe 3 formes de testament. La première forme, c'est le testament holographe. Le testament holographe, ça veut dire que c'est le testament qui est rédigé par écrit. Par écrit, c'est à la main. Il faut prendre le stylo pour rédiger son testament. À la main par le testataire, 6 juin, voilà mes dernières volontés, etc. Daté, signé, mis dans une enveloppe et mis au fond de l'armoire vaudoise. Ça, c'est le testament holographe. Ensuite, la deuxième forme connue aussi, c'est le testament dit public. Donc, contrairement au testament holographe où on l'a fait chez soi et puis on l'a mis dans une enveloppe au fond d'une armoire, le testament public, là, il faut aller chez un notaire. Et puis, c'est le notaire qui rédigera vos dernières volontés. Il fera venir 2 témoins et surtout, le notaire, il garde une copie du testament. Ce qui permet en fait finalement, le jour où vous décédez, vous êtes sûr que votre testament, il sera lu. Et puis, dernière forme de testament, alors là, c'est la forme extraordinaire, mais elle existe quand même, c'est si tout d'un coup vous êtes en danger de mort imminente. Alors là, vous pouvez déclamer, et pour autant qu'il y ait 2 témoins, déclamer vos dernières volontés si vous n'avez pas eu le temps de faire un testament sous forme holographe ou si vous n'avez pas eu le temps de passer chez le notaire. Mais vraiment, pour retenir ces 2 formes, vous pouvez tout à fait l'écrire à la maison sur un bout de papier, enfin sur une feuille, ou alors l'autre forme, c'est de passer chez le notaire. Mis à part effectivement le testament oral qui a vraiment cette forme exceptionnelle, entre l'holographe, le testament holographe et le testament public, tu recommandes plutôt un des deux? Est-ce que tu as des recommandations à nous apporter par rapport à ça? Alors oui, pour moi, c'est vraiment, si on veut, si on fait le geste, si on a la volonté de prévoir sa succession, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prévoient rien du tout, hein, et puis là, la loi est très bien faite, prévoir qui sont les héritiers légaux, il n'y a pas de problème. Mais si on a vraiment la volonté de décider finalement ce qu'il advient de nos biens, moi je pense que la sécurité, c'est vraiment de faire le testament public et de passer chez le notaire, parce que on est sûr que le testament sera ouvert, lu, il en sera tenu compte en temps et en heure. Parce que moi, j'ai vu des cas où finalement, voilà, testament holographe, c'est quand on vide l'appartement, c'est quand on vide la maison, on retrouve son testament, puis souvent comment la succession a été liquidée, puis c'est trop tard. Le notaire, je pense, peut nous apporter ici quelques conseils finalement, d'être sûr qu'il soit rédigé correctement, on va dire. Exactement, en plus. Donc, c'est ma recommandation. Alors, maintenant, on l'ai dit, les héritiers réservataires. Donc maintenant, à ton tour de nous en dire plus sur ce qu'on a le droit de donner à qui à quoi. Mais volontiers. Alors effectivement, on va prendre 2 exemples. Alors là, on a mis des camemberts, juste pour vous montrer le principe de ces fameuses parts réservataires. On va prendre le premier exemple, donc un défunt non marié, mais qui a des descendants, des enfants. Premier camembert, celui de gauche, il n'a pris aucune disposition testamentaire, c'est vu, la succession va être attribuée dans son entier à ses enfants, à ses descendants. Si par contre, maintenant, avant de mourir, il a pris des dispositions, il s'est dit finalement, j'aimerais favoriser quelqu'un. Par exemple, sa concubine, il vit peut-être avec quelqu'un ou d'autres héritiers, quels qu'ils soient. La part réservataire des enfants, on l'a vu sur la slide précédente, c'est au moins la moitié de leur part de succession. Donc là, la moitié du tout, ça veut dire que leur part qui leur revient d'office, c'est la moitié de la succession. Et je dégage donc une quantité disponible d'une demi que je peux attribuer, que notre défunt peut attribuer à qui il le souhaite. Mais bien sûr, il doit avoir pris des dispositions avant. Si on prend maintenant ce défunt, finalement, il était marié, donc il laisse comme survivant un conjoint et des descendants. De nouveau, s'il n'a pris aucune disposition, camembert de gauche, la moitié va aller au conjoint, l'autre moitié va aller aux descendants. S'il y a 3 enfants dans les descendants, ils se partageront la moitié de la succession entre les 3.
Maintenant, se défend, donc de nouveau, avant de mourir, il a pris ses dispositions. Il a rédigé par exemple un testament et il dit finalement, je ramène tout le monde à sa part réservataire. On l'a vu dans la slide tout à l'heure avec Pauline, donc le conjoint a le droit au moins à la moitié de sa part de succession, donc là, dans le cas présent, à la moitié de la moitié, donc un quart, ça c'est sa part réservataire. Les descendants, ils ont le droit aussi à la moitié de la moitié, donc aussi un quart, c'est leur part réservataire. Donc notre défunt dans cette situation-là, il a dégagé une quotité disponible d'une demi. Cette quotité disponible, il l'attribue de nouveau à qui il le souhaite. Il peut l'attribuer à son conjoint, ce qui veut dire que le conjoint va partir avec 3/4 de la masse successorale de cette succession. Ou il peut l'attribuer vraiment à une tierce personne. Nos deux héritiers réservataires, donc les descendants et les conjoints, ne peuvent pas aller contester la répartition de cette quotité disponible à d'autres personnes puisque leurs parts sont totalement, finalement, préservées. Pauline, je te propose maintenant que tu évoques le pacte successoral parce que c'est un petit peu plus particulier si on compare au testament. Qu'est-ce que tu peux nous en dire par rapport à ça? Oui, alors effectivement, donc le pacte successoral, c'est une autre forme, c'est un autre type de document qui permet de décider à l'avance, de prévoir à l'avance qui aura droit à quoi dans le cadre de ma succession. Donc il faut comprendre la grosse différence entre le testament que tout le monde connaît, le pacte successoral. Le testament, c'est je décide moi, dans mon coin, de la manière dont ma succession sera répartie et qui pourra en bénéficier. Pacte successoral, comme son nom l'indique, c'est pacte, donc c'est un acte multilatéral. Je passe finalement un contrat, un pacte avec un ou plusieurs héritiers ou un tiers et je règle déjà une partie de ma succession. Les pactes successoraux, ils sont faits devant un notaire. C'est un acte, donc il faut aller chez le notaire. Et puis on distingue deux grands types de pactes successoraux. Il y a le pacte successoral dit positif, ça veut dire que je désigne quelqu'un héritier de ma succession. Et puis, à l'inverse, vous avez le pacte successoral dit abdicatif. Ça veut dire que c'est un héritier réservataire qui renonce finalement à son héritage et qui renonce à sa réserve. Alors, généralement, ils le font, c'est fait à titre onéreux. J'accepte de renoncer à mon héritage, mais tu me le donnes en avance. Et puis après, j'aurai plus rien à revendiquer dans le cadre de l'héritage. Donc vous avez vu, par testament, on ne peut pas, sauf cas très exceptionnel, ne pas tenir compte d'un héritier réservataire, mais au moyen du pacte successoral, on peut déjà régler une partie de sa succession et un héritier peut renoncer à sa réserve, à sa partie d'héritage. Très bien, super, merci pour ces explications. Tu peux nous dire quelques mots maintenant sur la donation. Finalement, si j'ai envie de donner de mon vivant, je ne veux pas attendre la liquidation de la succession, finalement, pour transmettre le patrimoine. Alors, c'est ça. C'est qu'en fait, là, on a vu testament, pacte successoral, ça reste quand même des actes qui prendront effet le jour où je décède. Oui, tout à fait. La donation, c'est vraiment l'acte qui permet finalement de déjà se dessaisir d'une partie de ses biens en faveur d'une personne. Et puis, la donation, c'est avec effet immédiat. Je donne de mon vivant à la personne. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand même, quand on fait une donation, sur le canton de Vaud, il y a un impôt, mais il y a aussi une franchise d'impôt. C'est-à-dire que jusqu'à 50 000 francs par année, par enfant et par parent, on peut donner et là-dessus, on ne payera pas d'impôt sur les donations. Puis bien évidemment que quand je donne déjà une partie de mon patrimoine à quelqu'un, il peut arriver, je le favorise par rapport à ceux qui seront mes héritiers. Donc dans ce cas-là, je peux déjà prévoir dans la donation que cette donation, elle sera rapportable. Au moment où je suis décédé, il faudra rapporter ce qui est l'équivalent de ce qui a été reçu dans la succession pour que finalement mes héritiers ne soient pas
prétérité pénalisée par le fait que j'ai fait une donation de mon vivant. Puis on peut aussi prévoir que ces donations, elles sont non rapportables. Ça veut dire qu'elles ne sont pas récupérées dans le cadre de la succession. Mais dans ce cas-là, évidemment, que ces donations non rapportables, si à la fin de la fin, quand on a fait tous nos calculs d'apothicaire, on arrive à la conclusion que les héritiers réservataires, ils sont quand même lésés parce que j'ai donné de mon vivant, eh bien, à ce moment-là, les héritiers qui seront lésés pourront attaquer celui qui a bénéficié de la donation pour récupérer ce qui leur revient, puis au moins avoir droit à leur réserve. Donc ça les protège quand même un peu, même si ça n'a pas été rapporté quelque part. Exactement, exactement. Très bien, super, merci beaucoup. Maintenant, je pense que parmi nos auditeurs, nos participants à ce webinaire, il y a probablement des personnes qui sont propriétaires. Et tu vas pouvoir nous parler peut-être effectivement sur les moyens de transmettre le bien immobilier. Alors, je sais qu'il existe deux formes, et je compte sur toi pour nous les expliquer un peu plus au détail. Alors, je vais faire de mon mieux. Je te fais confiance. Effectivement, donc, comment transmettre un bien immobilier? Il existe deux formes. La première dont je vous parle, c'est l'usufruit. Donc, l'usufruit, ça veut dire que moi, finalement, je ne suis plus propriétaire de mon bien, mais je deviens usufruitier de mon bien. Ça veut dire que je peux avoir l'usage, je peux récupérer les fruits de mon bien immobilier. Et c'est un tiers qui acquiert la propriété de mon bien, c'est celui qu'on appelle le nu propriétaire. Donc l'usufruit, il faut l'inscrire au registre foncier, parce que le nu propriétaire, comme il n'est, même s'il est nu, il y a quand même propriétaire dans le mot, donc ça veut dire qu'il peut tout à fait vendre le bien. Mais comme l'usufruit est inscrit au registre foncier, l'usufruitier, il sera protégé. Alors, l'usufruit, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai l'usage, j'ai le droit d'utiliser le bien. Ça veut dire que moi, usufruitier, je peux de toute façon vivre dans le bien, mais je peux aussi décider de louer le bien. Et à ce moment-là, si je loue le bien, c'est moi qui bénéficierai, moi l'usufruitier, des loyers que je retire du fait que je loue mon bien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau fiscal, quand on crée un usufruit, c'est l'usufruitier qui continue à payer les impôts sur le revenu, la fortune et l'impôt foncier. Et puis le nu propriétaire, dans tout ça, vous allez me dire, mais alors qu'est-ce qu'il paye? Le nu propriétaire, lui, il devra supporter les charges qu'on appelle extraordinaires, les gros travaux d'entretien du bien immobilier. Typiquement, là, on a mis l'exemple de la réfection du chauffage, et bien ça, c'est le nu propriétaire qui devra le payer. Les travaux courants, ce sera l'usufruitier. Ça, c'est la première manière de transmettre son bien immobilier. Souvent, on le voit dans le cadre des successions, c'est le conjoint qui attribue l'usufruit à son conjoint survivant, et puis c'est les enfants qui sont nus propriétaires du bien. Comme ça permet au conjoint survivant de continuer à vivre dans le bien immobilier, et puis qu'il soit transmis à la fin, c'est-à-dire au décès du conjoint survivant. Donc les enfants n'auront la jouissance qu'après le décès du second conjoint, dans le cas présent. Exactement, exactement. Très bien, merci. Et le deuxième, donc alors le droit d'habitation. Exactement, le droit d'habitation. Donc ça, c'est quelque chose qui est peut-être moins connu ou moins courant, il me semble, mais j'ai peut-être une déformation professionnelle. Le droit d'habitation, donc ça, c'est comme l'usufruit, il faut aussi l'inscrire au registre foncier. Droit d'habitation, alors là, par contre, ce qui distingue vraiment le droit d'habitation avec l'usufruit, c'est que je dois habiter dans le logement. Alors, je peux y habiter avec ma famille, on n'est pas en train de dire qu'il faut se séparer de sa famille, puis qu'il n'y a que moi qui peut habiter dans le logement, mais j'ai le droit d'habitation, mais je dois y habiter. Donc, c'est pas comme l'usufruit, je ne peux pas louer le bien et puis bénéficier des loyers. Alors, dans ce cas-là, droit d'habitation, c'est de nouveau un tiers qui est propriétaire, mais moi, j'ai le droit d'habitation inscrit au registre foncier. Et dans ce cas-là, les propriétaires, c'est eux qui supportent les charges fiscales liées au logement et qui paieront l'impôt foncier. Voilà les deux grandes manières de transmettre un bien immobilier.
Super. Mais là, à nouveau, je sais pas, tu conseilles plus facilement un que l'autre ou ça dépend un peu de la situation? Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce propos? Alors là, je pense, bah, on voit les grosses différences entre les deux, hein. Bah, Mhm. fiscal, un niveau. Alors, au niveau protection et le fait de pouvoir vivre dans le logement, ça revient à peu près au même. Après, c'est les conséquences qui en découlent, notamment au niveau fiscal, etc. Franchement, je pense que ça dépend tellement de la situation. Ça dépend de la situation matrimoniale, ça dépend de la situation économique, ça dépend de tellement de choses que je pense que là aussi, c'est chaque cas particulier. Pour moi, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. C'est en fonction de la situation des personnes et je pense réellement qu'il faut se faire accompagner Ouais. par un professionnel pour trouver la meilleure solution. On va Alors, parler des successions et assurances vie. Ouh oui, là là. je l'ai dit en aparté, hein, enfin, au début de la présentation, effectivement, il y a une particularité avec les assurances vie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une police d'assurance vie ne fait pas partie de la succession. Donc, le bénéficiaire qui est désigné dans la police d'assurance vie, il a un droit propre sur son contrat sur ce contrat d'assurance, sur cette clause des bénéficiaires finalement. Donc, il va encaisser la prestation. L'assureur va lui verser la prestation, que la succession soit irréglée ou pas, quelque part, hein. Ça permet par exemple justement d'obtenir un capital, d'obtenir des fonds finalement de suite, hein, qui peuvent permettre de se retourner, par exemple pour le conjoint survivant, sans devoir attendre que la succession soit liquidée et donc que la répartition puisse être faite. Donc ça permet vraiment d'obtenir un capital rapidement. Ça peut être donc un outil que l'on peut prévoir lorsqu'on réfléchit à sa succession, lorsqu'on prend les dispositions, et ben, d'y associer, pourquoi pas, des polices d'assurance vie dans ces réflexions. Ce qu'il faut savoir aussi avec les polices d'assurance vie, une petite particularité, c'est en cas de répudiation de la succession. Alors, quand est-ce que je répudie une succession? Eh ben, je vais la répudier en général quand il y a plus de dettes que d'actifs, plus de passifs que d'actifs. Ben, dans ce cas-là, si je suis bénéficiaire d'une police d'assurance vie qu'a conclu le défunt, même si j'ai répudié sa succession, mais que vis-à-vis de lui, j'étais soit son enfant, son conjoint, son père, sa mère, son grand-père, sa grand-mère, son frère, sa sœur, dans ce cas-là, effectivement, je vais quand même encaisser ma police d'assurance vie, je vais être bénéficiaire finalement du capital parce que j'ai été désigné bénéficiaire, et ceci même si j'ai répudié la succession. Donc, ça permet aussi d'avoir un capital pour se retourner le cas échéant, mais de nouveau, il faut que je sois un des bénéficiaires désignés dans cette liste, et les créanciers ne pourront pas se retourner contre moi. Donc, petite particularité des assurances, c'est toujours bien effectivement de les associer le cas échéant dans sa réflexion. Maintenant, on a évoqué plein de choses. Alors, plein de choses, mais là, on doit se contenter aussi de 30 minutes, donc ça reste court. Ce qui peut être bien, effectivement, pourquoi pas, c'est d'aller trouver un notaire, le cas échéant. Autre chose que vous pouvez faire aussi, on a parlé de préparation de la retraite à partir de 50 ans, c'est de la planification financière. C'est quoi cette planification financière? C'est finalement une aide pour que vous puissiez prendre des décisions le plus sereinement possible pour justement votre retraite par rapport à votre prévoyance, si vous êtes propriétaire de votre bien, par rapport à votre patrimoine, donc avec des recommandations successorales, des optimisations fiscales aussi. Il y a toujours les questions fiscales qui viennent en général sur le tapis, si vous passez l'expression. Et puis surtout, de déterminer le meilleur moment pour prendre votre retraite, pour que le jour où l'étape est atteinte, finalement, ce soit le plus sereinement possible et que vous soyez vraiment tranquille le jour où vous êtes à la retraite. Donc, Retraite Populaire propose ce service, donc n'hésitez pas le cas échéant. Autre chose, on fait depuis cette année des ateliers qui ont pour thème de bien vivre sa retraite. Justement, on aborde ces différentes étapes de la retraite, on aborde différents sujets. N'hésitez pas à vous inscrire, des dates 2024 sont fixées déjà pour le premier semestre. Vous pouvez flasher le QR code que vous avez sur la slide. C'est des ateliers qui durent en général entre 1 heure et 1 heure et demie. 1 heure et demie, on va dire, qui vous permettent effectivement d'avoir quelques pistes de réflexion par rapport à votre préparation à la retraite. Donc, c'est ouvert aux Vaudoises et aux Vaudois des 50 ans. N'hésitez pas, c'est des petits comités, c'est vraiment des ateliers qui sont très sympas, qui vous permettent aussi de poser vos questions. Merci Marie-France. Alors, merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Il est 11h30 tout pile, donc il était
11 heures à la cathédrale, il est 11h30. On arrive au bout de notre présentation, donc si vous êtes d'accord, on va prendre connaissance de vos questions. Donc, première question, comment ça se passe au niveau des impôts? Ah, les impôts, ça c'est le sujet qui fâche souvent, hein. Alors les impôts, ce qu'il faut savoir, alors je vais parler du canton de Vaud parce que je ne peux pas parler de tous les cantons. Euh, le conjoint survivant, il est exempté de l'impôt sur les successions. Donc le conjoint survivant ne va absolument pas payer d'impôt sur les successions. Si je prends maintenant les descendants, alors les descendants jusqu'à 250 000 francs ne paieront pas d'impôt. Si leur part de succession dépasse 250 000 francs, là, ils seront amenés à payer un impôt, alors dès le premier franc, à des taux qui sont en l'occurrence très bas. Et après, en fait, plus on s'éloigne dans le lien de parenté, alors on va prendre l'exemple du concubin qui n'a absolument pas de lien de sang, hein, qui ne rentre pas dans le cadre du Code civil quelque part, qui n'est pas un héritier légal. Alors lui, sur le canton de Vaud, peut être amené à payer jusqu'à 50% d'impôt sur la succession. Très bien, merci Marie-France. Une autre question. Alors, je croyais que les parents étaient réservataires. C'était le cas, c'est juste. Il y a eu une révision du Code civil et notamment du droit des successions. Et puis, ils ont dit finalement, l'idée, c'était de permettre à tout le monde de plus répartir, d'avoir une quantité disponible plus grande à répartir. Et donc, du coup, dans ces discussions et ces décisions qui ont été prises, ils ont dit, les parents qui étaient des héritiers réservataires ne le sont plus, raison pour laquelle Marie-France vous a présenté ce qu'il en est aujourd'hui, donc c'est-à-dire avec les conjoints et les descendants. Exact, il y a un peu plus de liberté finalement aujourd'hui. Exactement. On parlait effectivement, vous mentionnez qu'on peut faire un testament pour donner plus à un descendant ou à un autre, mais d'un autre côté, on doit être équitable entre les deux avec une répartition de la fortune 50-50. Donc, qu'est-ce qu'on peut vraiment mettre? Alors, je ne sais pas si tu veux répondre ou si tu veux que je réponde. Je t'en prie. Alors, j'y vais. Alors, formellement, vous pouvez répartir la succession différemment entre vos enfants. Vous avez le droit de le faire tant que vous respectez sa part réservataire ou la part réservataire de chacun. Je reprends l'exemple de mes camemberts tout à l'heure. Hein. On avait dégagé une quantité disponible d'une demi. J'ai dit, on va l'attribuer au conjoint. Vous pouvez très bien attribuer cette quantité disponible à un seul enfant. Vous n'avez pas l'obligation d'avoir une égalité de traitement entre eux. Après, ça peut créer quelques petites tensions dans la famille, voilà, mais peut-être parce que aussi vous avez fait justement des donations. Pauline l'a expliqué, hein, j'ai donné avant, donc finalement, je fais en sorte que au moment de la succession, il y ait un petit peu moins. Donc, vous avez le droit de ne pas répartir du 50-50 entre les enfants tant que leur part réservataire est respectée. Vous comprenez, hein, on peut tout faire, puis on doit quand même respecter certaines choses. C'est pour ça que ça reste quand même un domaine très complexe. Si vous voulez, c'est toujours la même chose. Hein. Droit des successions dans une situation famille traditionnelle, ça va bien. Hein. J'ai un conjoint, j'ai des enfants, tout va bien. On s'aime tous, il n'y a pas de souci. Après, dès le moment où ça devient des modèles familiaux moins traditionnels, évidemment, ça devient un peu compliqué. Et puis là, de nouveau, c'est notre recommandation, allez voir des spécialistes, discuter, regarder ce qu'il est possible de faire ou ce qui n'est pas possible de faire. C'est très important parce que, comme je dis souvent, une fois qu'on est mort, c'est difficile de changer les choses. On dit aussi après moi le déluge, mais voilà, hein, ça c'est aussi ça, mais on voit des fois des gens qui se battent et puis ça dure des années, ça crée les tensions, enfin voilà. Exactement. Ouais. Juste effectivement une petite remarque par rapport à nos prestations, en l'occurrence je pense à vos ateliers, hein, la question, j'habite Genève et travaille sur Vaud, deuxième pilier ORP, je suis incluse, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, vous êtes la bienvenue à nos ateliers, donc n'hésitez pas, c'est vrai qu'on parle de Vaudoises et Vaudois, parce qu'effectivement Retraite Populaire est une institution de droit public, mais bien sûr, du moment que même si vous n'habitez pas sur le canton de Vaud, c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille dans les ateliers. Et je rebondis sur une autre question d'une personne qui disait « mais je n'ai pas encore 50 ans, est-ce que je peux quand même participer ?»
Oui, si vous êtes proche des 50, il n'y a pas de souci, si vous n'êtes pas atteint 50. Maintenant, si vous avez effectivement une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, l'atelier ne sera pas forcément effectivement adapté à votre situation de vie à ce moment-là. Mais effectivement, si vous êtes proche de la cinquantaine, mais ne les avez pas atteints, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est avec plaisir. Voilà, alors Pauline, je te laisse peut-être le mot de la fin, si c'est OK pour toi. Alors voilà, alors merci. C'est surtout pour vous dire merci à toutes et tous de nous avoir écoutés, d'avoir participé à ce webinaire. On aurait voulu dire plein de choses tellement c'est complexe. Alors au niveau juridique, hein, c'est 8 volumes de droit des successions, donc je peux tout dire. N'hésitez pas, vous avez nos adresses mail, on est à la rue Caroline, n'hésitez pas à nous interpeller, à nous poser vos questions, on y répondra volontiers, Marie-France ou moi ou tout autre collaborateur de Retraite Populaire. Du coup, je vous souhaite une excellente journée, un bon appétit et à tout bientôt. Bon appétit à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre attention et on espère que vous avez eu du plaisir. Et ben, à une prochaine pour un autre webinaire. Passez une bonne journée.